Mais parce que le point, prélèvement. Vous appelle déjà pour confirmer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des centaines d'appels traités dans ce centre des opérations d'urgence sanitaire. Vous m'entendez, madame? Restez à l'écoute, il y a une équipe du district qui va vous appeler. Un centre téléphonique pour répondre aux appels du public ivoirien sur les lignes d'urgence, le 143 et le 101. Chaque coup de fil permettant de détecter les symptômes habituels du Covid-19. Les céphalées, les douleurs au ventre, une toux, une fièvre. Est-ce qu'il y a certains qui présentent ces signes-là? Toux, fièvre, maux de tête, diarrhée, des symptômes que vient de confirmer une patiente au téléphone. J'ai des symptômes en fait, j'ai de la fièvre, ça me dérange. Pour la toux, la fièvre, vous pensez à un Covid? La diarrhée. La diarrhée, ok, d'accord. Le docteur Kofi va envoyer une équipe d'intervention au domicile de la dame. Mais avant, il veut connaître l'éventuel mode de contamination, savoir comment le virus a infecté cette famille. Il y a combien de personnes qui ont des symptômes? Écoutez, vous êtes seul? Oui. Écoutez, je vous explique, on n'est pas seul parce qu'en fait j'ai perdu mon père. Oui. Et on a dû l'enterrer. Et donc j'ai été en contact avec mon frère, ma belle-sœur et mon neveu qui ont le Covid-19. Être à moins d'un mètre d'un malade du Covid-19, le saluer en le touchant, ne pas porter de masque près de lui, autant de comportements qui favorisent la contamination en famille ou au bureau. Vous avez vu que vous avez été testé positif. Voilà, donc il ne faut pas sortir, il faut rester là. Moi, je vais vous contacter pour voir comment on va organiser votre transfert. Ici, les personnes déjà contaminées sont rappelées par des médecins comme Sabine Lasme, de l'Institut national d'hygiène publique. Chaque jour, elle cherche à retrouver ceux qui ont été éventuellement infectés dans l'entourage des cas déjà testés positifs. Pendant que vous étiez avec eux, vous portiez le masque, vous ne portiez pas de masque? Non. Retrouver les contacts personnels, familiaux, professionnels des malades du Covid-19, un point clé de la stratégie ivoirienne pour briser la chaîne de contamination. Mais pour obtenir ces numéros, les médecins doivent vaincre la peur de la stigmatisation chez certains malades. Ils se disent déjà qu'on va les stigmatiser. On va dire c'est par eux que la maladie est entrée dans leur entourage. Et nous sommes obligés d'user de tact, beaucoup de tact, pour amener à reconstituer, à retracer un peu les contacts du cas confirmé. On essaie de leur faire comprendre que c'est une maladie comme toute autre. Et puis, on les rassure du fait qu'on ne va pas les lâcher comme ça. On va prendre en charge eux, ensuite leur entourage, et voilà. Et pour éviter que ces patients testés positifs ne continuent à contaminer leurs entourages, la stratégie mise en place consiste à les isoler. Dans le Grand Abidjan, les autorités sanitaires ont ainsi choisi 3 sites d'isolement pour un placement en quarantaine. Voici l'un d'entre eux, un hôtel sous la surveillance d'équipes médicales spécialisées en maladies infectieuses. De façon pratique, combien de prélèvements vous comptez faire ou vous avez fait déjà? Programmé pour aujourd'hui, ça fait 17. D'accord. Et les patients ont été prévenus qu'ils seraient prélevés? Le professeur Gisèle Kouakou dirige la réunion quotidienne de son équipe, installée dans cet établissement hôtelier transformé en site de confinement depuis la fin du mois d'avril dernier. On reçoit essentiellement les patients positifs qui ne présentent pas de signes de gravité et donc qui ne sont pas malades en réalité. Ils sont juste infectés, ils sont porteurs de l'infection. Et pour les besoins de rupture de la chaîne de transmission, on les extrait de la communauté. D'où l'intérêt de ce site, qui est un site de confinement qui offre un séjour aux personnes qui ne peuvent pas se confiner à domicile. Et l'avantage de les avoir ici, ça nous permet d'être plus optimal en termes d'efficacité. Dans les couloirs de l'hôtel, un plateau avec l'un des 3 repas quotidiens livrés devant chaque chambre. Des chambres occupées ce jour-là par 61 patients confinés derrière leurs portes. Des patients régulièrement suivis par des médecins comme le docteur Franklin Abouo. Comment ça va? Très bien. Ok. Je t'ai appelé juste pour te dire qu'aujourd'hui on va faire un contrôle. Ok. Entrez. Alors, tu vas t'installer.
Dans cette chambre, un jeune de 27 ans, confiné depuis une douzaine de jours, contaminé au bureau comme plusieurs de ses collègues de travail. Le médecin vient lui faire un prélèvement. N'aie pas peur, ok? Ne te concentre pas mal du tout, faut pas te concentrer. Ding, 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 ding. Et j'avais, c'est fini. Tu as vu? Je m'excuse, hein, j'étais rendu, c'était un peu désagréable, tu m'excuses, mais il faut passer par là pour la guérison. Hein. Dès qu'une personne est testée positive, il faut absolument que dans ces contrôles, qui commencent à partir du 10e jour, on fait un test qui est le premier contrôle. Quand le premier contrôle est négatif, on refait encore ce même test-là. S'il revient qu'il est encore négatif, dans ce cas de figure-là, on affirme la guérison. Parce que le danger, c'est que tant qu'il est positif, le patient est capable de propager le germe en fait. C'est pour cela qu'ils sont assignés plus ou moins en fait en quarantaine dans le fond. Isolés après avoir testé, une stratégie de riposte sanitaire adoptée par les autorités ivoiriennes. C'est l'idéal, c'est la meilleure option que le gouvernement qui s'imposait plus ou moins en fait. Nous sommes un pays à ressources limitées. Alors si ces patients devaient se retrouver chacun à son domicile, imaginez-vous en termes de carburant, en termes de personnel qu'il fallait mobiliser pour aller suivre individuellement 86 personnes dispatchées à tous les points de la ville d'Abidjan. D'autres c'est à Epougon, d'autres à Port-Boué. Imaginez-vous un petit instant, ça va mobiliser combien d'équipes? Alors que quand ils sont regroupés dans un endroit, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour l'équipe médicale. C'est pour cela que dans l'approche, l'idéal c'est de tester, et les positifs, les isoler. Je te passe 20 coups de fil dans moins de 48 heures par rapport au résultat en fait. Et si c'est négatif, comme j'ai dit, on fera le second test et puis bon, si c'est négatif, ben, je vais rejoindre ta famille hein, tranquillement. Ok, merci. Bon courage, hein, courage. Et puis bon, ben, à bientôt. Ouais. Ok. Le jeune homme devra encore patienter quelques jours avant de savoir s'il est guéri et quand il sortira du confinement. Un confinement qu'il a accepté sans peur ni crainte pour sa santé. J'ai accepté volontairement venir. Puisqu'on m'a dit qu'il y avait une prise en charge. Donc je n'ai pas refusé. Puis je suis venu. La prise en charge existe vraiment. Il ne faut pas mettre en danger la vie des autres aussi. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de me confiner. La vie ici, c'est pas aussi difficile. J'ai rappelé que là, parfois je regarde, mais je bosse beaucoup. Puisque je suis un technicien, je bosse beaucoup. Je regarde mes cours, j'essaie de me rappeler aussi de mon activité. Je sens pratiquement une évolution parce que je me porte très bien. Je ne fais pas la maladie. Je ne touche pas. Je n'ai pas de fièvre. Je n'ai pas aussi des problèmes de respiration. Donc, je peux dire que ma santé va bien. Comme lui, la majeure partie des personnes testées positives sont sans symptômes ou n'ont qu'une forme légère de la maladie. D'où l'appel public que le jeune homme souhaite lancer. Bon, à ceux qui sont dehors, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas être ignorant. La maladie existe bien et belle. Il faudrait que chacun de nous se teste pour savoir au moins son statut. Puisque tu peux être malade et ne pas faire la maladie. Donc si tu crois que tu te portes bien, tu risques de contaminer ceux qui sont aux alentours de toi. Je peux dire que c'est déjà bon sur le plan sanitaire. Parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour que nous qui portons le virus, on puisse être confinés dans les endroits publics. Donc ça, sur ce plan, ils ont fait beaucoup d'efforts. Entre mi-avril et mi-mai, en presque un mois de fonctionnement, cette équipe a accueilli 181 patients testés positifs. Sur ces 181 personnes, 120 sont repartis de ce site en étant guéris. Guéris comme ces deux jeunes femmes sur le départ dans la cour de l'hôtel. Parmi elles, Charlène, enceinte de 8 mois et demi, soulagée de retourner vivre chez elle après son séjour ici. On est heureux de sortir aujourd'hui. On est heureux aussi de retrouver les gens, nos semblables qu'on a laissés pendant 2 semaines. Parce que c'est 14 jours ici. Retrouver la vie, sortir un peu. Mais avec plus de précautions. On retient que c'est parce qu'on n'a pas été prudent qu'on est ici. C'est parce qu'on n'a pas respecté toutes les mesures qu'on est ici. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de respecter les mesures d'hygiène. C'est de porter un masque. Tu portes ton masque, tu respectes ta distance de 1 mètre, tu laves tes mains. Pour Charlène, voici venue l'heure du départ pour retrouver sa famille. Elle va être reconduite à domicile dans ce bus
mis à sa disposition dans le cadre du plan de riposte sanitaire de l'État. Si comme elle, près de 1300 malades ont guéri depuis le début de l'épidémie, une trentaine de cas graves ont dû être suivis ici, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Actuellement, on a combien de patients en salle? Bon, nous avons ce matin 9 patients. 9 patients. Ce jour-là, dans ce service de soins intensifs, l'équipe médicale veille sur une dizaine de cas graves. Des malades du Covid-19 en détresse respiratoire et très souvent entre la vie et la mort. Ok, on va augmenter un peu la fréquence respiratoire. Pour les sauver, les médecins peuvent compter sur leur système d'oxygénation par intubation. Okay. Comment ça va le vieux? Ça va mieux? Des appareils d'aide à la respiration qui ont permis à ces soignants de limiter jusqu'ici le nombre de morts du Covid-19, même quand leurs patients sont arrivés dans l'unité en état critique. Habituellement, les patients arrivent ici d'un état de détresse respiratoire aiguë, c'est-à-dire le patient a des difficultés de respirer. Tous les autres organes souffrent, notamment le cerveau, le cœur, le rein. Malheureusement, les patients peuvent arriver dans un stade tardif, d'où la prise en charge ne se fait pas de façon précoce. Par contre, nous avons quand même des patients que nous avons récupérés, notamment ce patient qui a bénéficié d'une intubation et une intubation avec succès. Si le nombre de décès dans cette unité demeure peu élevé, l'équipe de réanimation reste sur ses gardes. Pas question de crier victoire tant que le pic de l'épidémie est toujours incertain. Il y a du mieux? Non. Un peu, hein? On fait un peu, oui. On n'observe pas véritablement une flambée des patients donc, dans notre unité. Il y a quelques cas assez sérieux que nous prenons en charge, mais globalement, nous pensons que la stratégie qui a été mise en place s'avère payante. Et je voudrais dire qu'il va falloir plutôt insister sur cette stratégie-là, qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'abandon. Parce qu'avec l'allègement des mesures, certains pourraient penser que c'est la fin de la pandémie. Au contraire, il va falloir apprendre à vivre donc avec ce virus. Donc ce n'est pas du tout la fin de cette pandémie. Là-dessus, elle a fait probablement une infection. Si elle est Covid, elle est guérie du Covid. Vivre avec le virus, cohabiter avec lui, une hypothèse à laquelle s'est préparé le professeur Serge Éolier, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales, qui a une longue expérience des épidémies virales. Le fait qu'on se soit bien préparé en amont, parce que tout le reproche qu'on nous faisait, ils vont tous mourir parce qu'ils n'ont pas assez de respirateurs. C'est ce qu'on nous disait. Mais nous, on n'a pas attendu que les patients soient mis sur respirateurs, bien que les respirateurs soient là. On a tout fait pour les prendre le plus tôt en charge. On a mis tout ce qu'il faut en œuvre pour éviter que cette catastrophe survienne. Ça, c'est la riposte en termes de prévention et de contrôle de l'infection, en termes de dépistage, de tester, tracer. On a fait ce qu'on sait bien faire. C'est aller en amont. On nous a mis les moyens pour ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est que la stratégie mise en place répond à ce qu'il faut faire pour une maladie telle que le Covid. Une riposte sanitaire qui a anticipé le scénario d'une éventuelle augmentation du nombre de cas, notamment dans les communes populaires du Grand Abidjan. D'où la multiplication de centres hospitaliers dédiés au Covid-19, comme celui-ci, flambant neuf, au CHU de Yopougon. Lui, maintenant, on va voir les lits d'hospitalisation simple. Donc ici, il y a 8, et là-bas, c'est aussi 8. C'est 8. 8. Ici, 16 lits de réanimation avec respirateurs de dernière génération et 132 lits d'hospitalisation. Donc tout ça, on a fait un mois, hein? À peu près un mois. À peu près un mois. Un mois de travaux pour cet hôpital express qu'inspecte le ministre de la Santé. Au total, 700 lits Covid-19 ont été prévus dans le Grand Abidjan, y compris sur des sites à Anyama, Cocody ou à l'hôpital militaire. De quoi faire face à une éventuelle aggravation de la crise sanitaire. Par rapport aux cas confirmés que nous enregistrons, par rapport aux guéris que nous avons, par rapport aux services de soins, de traitement qu'on a,
aussi bien les soins des cas sérieux. Tout. Non, on peut dire que nous sommes optimistes par rapport au début, parce que finalement, la stratégie est payante. Donc, on est confiant. Bon, mais on est prudent, parce que c'est le Covid-19. On se dit, le danger est là, mais quand même, on est préparé à faire face. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien même. D'accord. 15 jours après son inauguration, cet hôpital Covid commence à accueillir ses premiers patients, comme cet homme d'affaires qui a contracté le virus il y a quelques jours. Un patient à risque, diabétique et âgé de plus de 70 ans. Le type de cas qui nécessite une hospitalisation d'office. Moi personnellement, j'ai fait 5 jours ici. Je vois que le cadre est vraiment propice quoi. Moi en tout cas on me traite à tout moment. Depuis que je suis là, je suis à l'aise. Les chambres sont propres. Les médicaments on les donne à tout moment. Si les bouteilles finissent, on remplace. Vraiment j'ai pas de problème. J'ai pas de problème ici quoi. Mais avant d'arriver dans ces hôpitaux Covid, de plus en plus de patients ont été testés positifs dans des centres de dépistage délocalisés. 11 d'entre eux sur les 13 prévus sont désormais fonctionnels dans les communes du Grand Abidjan. Le docteur Chérif Dibril de l'Institut national d'hygiène publique doit assurer le bon déploiement de tous ces centres d'ici quelques jours. Si on commence à intégrer ces centres-là dans nos pratiques, donc dès que je tousse, dès que j'éternue, je sais qu'il y a un centre Covid qui est dans ma commune, dans le district sanitaire où je suis, et je me rends au niveau de ce centre-là. Donc je pense que c'est important dans cette phase-là que ces centres-là existent et qu'ils soient fréquentés. Direction le centre Covid-19 Saint-Jean à Cocody, une des communes situées à l'épicentre de l'épidémie. C'est la personne qui envoie. C'est bien acheté. Dans la pharmacie du site, voici le nerf de la bataille. Le produit le plus surveillé. Des cartons de kits de prélèvement dont la disponibilité est vérifiée jour après jour pour permettre d'atteindre l'objectif de 100 tests par jour fixé à chacun des centres. On a une dotation actuelle de 800 et là on est bien parti pour obtenir sur au moins une semaine et chaque jour le bilan est fait pour que lorsqu'on arrive au stock de sécurité, les commandes sont transmises aux responsables de la logistique pour être ravitaillées de manière régulière, ne pas que nous soyons en rupture de stock. Il y a suffisamment de réactifs et chaque jour l'État dégage des fonds, met les moyens à disposition pour que la population dans son ensemble qui répond à la définition des cas, présente des symptômes, puisse bénéficier effectivement des dépistages sur l'ensemble des sites au niveau d'Abidjan. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il y a autant de prélèvements à l'intérieur. Il y a autant de prélèvements à l'intérieur. À l'intérieur des enveloppes, les fiches récapitulatives des prélèvements du jour qui sont conservées dans ces caissons sécurisés. Avec l'ouverture des sites décentralisés, le nombre de tests quotidiens a bondi, passant de 400 il y a quelques semaines à près de 1000 tests par jour. Désormais, l'objectif est de dépasser la barre de 2000 tests quotidiens réalisés dans le pays. Je fais rapidement un calcul. 45, ça fait 17, 162 heures. Oui, 162. En moyenne, il était prévu qu'on reçoive 100. On dépasse, on arrive à dépasser les 100 par jour. Et là, cela montre que la population vraiment s'est appropriée les différents centres de dépistage. Et comme il est prévu d'ouvrir plusieurs centres, 13 centres notamment à Abidjan, et là, c'est une stratégie qui vraiment aide à mieux limiter la transmission de la Covid au niveau de la Côte d'Ivoire. Une stratégie de prélèvement au plus proche des habitants, désormais incités à se déplacer avec un masque ou un cache-nez. Tester le plus grand nombre, le plus vite possible, une mission réalisable grâce à la mobilisation d'un centre de recherche d'excellence devenu un acteur clé de cette riposte sanitaire, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Sur son site de la périphérie d'Abidjan,
Cette scène de désinfection fait désormais partie du décor. Avec la multiplication des tests, on y traite désormais plusieurs centaines d'échantillons par jour. Des échantillons désinfectés au préalable en extérieur pour que le virus ne contamine pas les prélèvements et ceux qui les manipulent. C'est potentiellement infectieux. Donc vous voyez que je suis en combinaison, pour moi-même en protection. Et puis, pour ne pas aussi contaminer ma famille, c'est mon métier quand même, hein. Il faudrait qu'on minimise les risques. Vous voyez ce lot-là, c'est comme ça les échantillons nous viennent par site. Et quand on pulvérise le décontaminant dessus, on élimine les risques et puis à partir de là, nous faisons rentrer l'échantillon au laboratoire. Et c'est à partir de là-bas que le processus même d'analyse va commencer. Une analyse qui débute au département environnement santé, que dirige le docteur Julien Koulibaly. On fait combien aujourd'hui? 300 aujourd'hui. 300 aujourd'hui. On va faire une série d'extractions et puis on va faire des triages pour garder, c'est ça, hein? Voilà. Ici, ces experts ivoiriens traquent la présence du virus dans les prélèvements qui leur ont été envoyés. Une opération délicate avec du matériel sophistiqué pour extraire d'éventuelles traces de l'ARN du virus. En quelque sorte, sa carte d'identité. Une extraction minutieuse pour attester avec 100% de certitude de la présence ou non du coronavirus dans les échantillons. La stratégie ivoirienne, c'est diagnostiquer, isoler et traiter. Plus vite on diagnostique, plus vite on isole, moins la transmission virale se fait dans la population. Donc c'est essentiel d'aller très vite. Il y a la pression d'aller vite, mais il y a surtout la pression de ne pas se tromper. Parce que vous imaginez si on dit à quelqu'un qui est négatif qu'il est positif et à quelqu'un qui est positif qu'il est négatif, dans le deuxième cas, la personne va continuer à se promener, disséminer la maladie puisqu'il ne sait pas qu'il est malade, simplement parce que le laboratoire a fait une erreur. Donc là, on s'organise de telle sorte que toutes les étapes, je ne dirais pas répétées, mais soient vérifiées. Chacun vérifie de façon indirecte ce que l'autre fait pour être sûr que les extraits que nous envoyons soient d'abord de bonne qualité et soit les extraits attribués aux numéros pour lesquels ils doivent être attribués et pas à un autre numéro. Quelques mètres plus loin, l'unité vers laquelle tous les regards sont braqués. C'est de cette salle que sortent chaque jour les chiffres officiels des nouvelles contaminations annoncées. Ça c'est impatient. Il faut cliquer ici. Donc, lui il est négatif, vous voyez que c'est plat. Clique ailleurs, un positif. Vous voyez la différence? Le positif, c'est une courbe sigmoïdale. Voilà. Les extraits des échantillons sont confiés à ces spécialistes des virus respiratoires, équipés de machines dernier cri. Une technologie de pointe capable de donner le résultat final du prélèvement en moins de 90 minutes. De quoi surveiller en temps réel la progression de l'épidémie. Nos chiffres sont stationnaires. Je crois que nous sommes autour de 10% de cas de positifs, 500 tests. Ça veut dire que le virus avance à petits pas quand même. Parce que ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'aujourd'hui, on devait être à 1, 2, 3, mais malheureusement, quand on présente les courbes, vous voyez, il y a beaucoup de cas positifs encore. Oui, les gestes barrières, il faut continuer, il faut même renforcer, il faut respecter. Et il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. C'est la seule manière, franchement, de stopper la progression du virus dans la société. Jusqu'ici, pas de vaccin et pas de traitement. Un défi mondial lancé aux scientifiques de renom, comme le professeur Mireille Dosso, à la tête de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire depuis 16 ans. Pour cette pionnière africaine de la microbiologie et de la virologie, son établissement est plutôt bien équipé pour mener cette recherche sur le Covid-19. Cet appareil-là, c'est le seul sur le continent africain. Je crois qu'il y a 3 machines dans le monde. Dans cette pièce sécurisée, un robot pour stocker de l'ADN pendant des siècles. Une machine qui vaut 384 millions de francs CFA et qui, pour elle, tombe à pic en cette période de pandémie. Dans l'épidémie de Covid, on va conserver tous les échantillons. Et on peut faire des études génétiques, des études de biochimie,
On peut chercher d'autres agents dans les échantillons, notamment négatifs. Enfin, il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire. Donc c'est une véritable mine d'or de pouvoir conserver tous les échantillons de la pandémie. C'est vraiment le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Une banque biologique, fruit d'un investissement public de 2,5 milliards de francs CFA. Un coût affiché sur ces appareils de grand froid qui vont permettre de conserver le virus vivant pour les besoins de la recherche. C'est un investissement colossal parce que souvent quand on voit, on n'a pas d'idée du prix. Et vraiment, il faut voir l'effort d'investissement qui a été fait par les autorités justement pour ces différents équipements-là. Donc beaucoup de perspectives de recherche, beaucoup de développement de ce qu'on appelle la bioéconomie, etc. C'est-à-dire aider à la préparation de vaccins, aider à la préparation de traitements, etc., etc. Un espoir de vaccins et de traitements futurs contre le Covid-19 dans cette riposte sanitaire qui a mobilisé de colossaux moyens financiers. Au-delà du sanitaire, la crise mobilise également les ressources de l'État pour le plan de soutien économique, social et humanitaire, avec la création de 4 fonds de solidarité dotés de plusieurs centaines de milliards de francs CFA.